Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'avenir de Barkhane était au menu du sommet du G5 Sahel qui s'est tenu à Paris ce vendredi le 9 juillet 2021. Après avoir annoncé la reprise de sa coopération militaire avec les forces armées maliennes, la France a donné un peu plus de détails sur le réajustement de son dispositif militaire au Sahel lors de ce sommet. Mais à l'issue de ce sommet du G5 Sahel, peut-on dire que la France est tombée dans son propre piège? Suivons maintenant les analyses de nos panélistes qui sont sur le plateau de RT, la télévision russe. Suivons. Et nous sommes avec Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine, et François Costantini, géopolitologue. Bonsoir messieurs, et merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Est-ce que c'est un véritable retrait de la France du Sahel? Est-ce que vous y voyez plus clair après les prises de parole aujourd'hui d'Emmanuel Macron, François Costantini? Et on va vous poser cette question à vous, Louis Kemayou. On est en train de faire quelques réglages avec François Costantini. Qu'est-ce que vous pensez des récentes déclarations d'Emmanuel Macron aujourd'hui concernant ce retrait de la France du Sahel? Est-ce que c'est un vrai retrait pour vous? Non, je crois que la France ne veut pas partir du Sahel avec un arrière-goût d'inachevé, avec un retrait qui aurait des allures d'échec par rapport à la mission qu'elle s'est fixée. On a entendu préalablement la volonté d'Emmanuel Macron qui était de maintenir une partie de l'armée française sur place en attendant ce retrait sans coopération avec l'armée malienne en raison du coup d'État qui s'était produit dans le pays et des volontés de dialogue que ce nouveau régime avait avec certaines personnes qui étaient considérées par la France comme des djihadistes. Et je pense que le président Macron veut faire un package. Il veut à la fois sortir la France par le haut de ce conflit et puis sortir également la France de ce qui lui est reproché le plus, c'est-à-dire le fait qu'il y ait beaucoup de bases militaires françaises encore dans l'ancien précaré. Il a déjà fait la fin du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Je pense que le deuxième volet de ce retrait de la France des pays africains d'Afrique de l'Ouest, ce serait le retrait des bases militaires françaises. Mais je crois que la France ne partira pas définitivement parce que la sécurité du Sahel, c'est aussi d'une certaine manière la sécurité de l'Europe parce que les menaces qui sont présentes aujourd'hui dans le Sahel pourraient également se retrouver au niveau de la France et de l'Europe. C'est pour cette raison que la France est intervenue. Elle est intervenue pour préserver ses intérêts dans cette région et pour préserver également la sécurité de l'Europe dans sa frontière sud en Méditerranée. On vous a retrouvé, François Costantini, on est ravis. Quel regard est-ce que vous portez sur ces annonces d'Emmanuel Macron, sur ce retrait annoncé avec ces premières bases militaires dans le nord du Mali qui fermeront d'ici la fin de l'année? C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron. Une fermeture qui répond, je cite, à la nécessité de s'adapter à la nouvelle posture des groupes terroristes, d'accompagner aussi la prise de responsabilité des pays de la région. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça suppose en effet qu'on a aujourd'hui un terrorisme qui tend à se répandre. C'est-à-dire que la France est intervenue dans une configuration particulière, fin 2012-2013 avec l'opération Barkhane, c'est-à-dire qu'elle est intervenue alors qu'il y avait une offensive contre l'État malien, c'est-à-dire une offensive terrestre, tangible, identifiable sur le terrain. Là, cette fois-ci, la situation est quelque peu différente parce qu'on a en effet des groupes djihadistes qui se répandent, même qui utilisent tous les concepts de la guerre civile en se répandant dans la population, en prenant la population en otage. Mais fait également grave, c'est qu'on a une avancée des groupes à partir de ce que j'appelle un petit peu cette configuration de l'aérosol, le fait que les groupes se répandent. On a une avancée vers le golfe de Guinée. On sait que le Bénin est menacé, et puis surtout un pays clé quand même, qui est la Côte d'Ivoire, qui est un pays qui a été passablement déstabilisé depuis une quinzaine d'années, a été touché puisqu'il y a eu la mort de 5 soldats qui a été déplorée il y a une dizaine de jours. Donc on sait que cette stratégie correspond en quelque sorte à un redéploiement, en quelque sorte une volonté de déployer une nouvelle tactique, mais certes en réduisant la voilure, mais il faudra penser également à plus d'appui et peut-être plus de solidarité internationale. On sait en effet que les États-Unis, par exemple, sont sollicités en ce moment, notamment pour des missions d'appui, de ravitaillement en vol et de logistique. Est-ce que ce sont les forces spéciales européennes, les armées locales, Louis Kemayou, qui vont prendre le relais pour contenir les violences djihadistes? Est-ce qu'elles en ont les capacités aujourd'hui?
Non, c'est-à-dire quel que soit le volume de soldats qui seront envoyés, qu'il s'agisse de soldats français ou de soldats de l'EUTM, je pense qu'ils ne seront jamais suffisants pour contenir la menace djihadiste dans cette région qui est quand même aussi grande que l'Europe occidentale. Donc 5 000 soldats ou 10 000, ça restera encore une goutte d'eau dans ce marécage de problèmes. Et donc il est important que les pays eux-mêmes arrivent à trouver un moyen de coopération entre eux qui endigue la menace. Les partenaires techniques, les partenaires bilatéraux ou multilatéraux qui viendront ne viendront qu'en plus des efforts qui seront fournis et qui seront probablement meilleurs si tous ces pays-là arrivaient à coordonner leurs actions, à faire des actions transfrontalières, comme l'indiquait le président du Niger, parce que c'est ça la principale difficulté. Si on chasse les djihadistes dans un pays et qu'ils peuvent trouver refuge dans un autre pays sans qu'il y ait un droit de poursuite au-delà de la frontière du pays dont ils ont fui, je pense que ce sera sans objet. S'il n'y a pas d'échange d'informations entre les différentes armées pour savoir à quel moment commence la poursuite et comment on cerne les différentes forces concernées, ce sera également sans intérêt. Et là aussi, au-delà de ce périmètre du G5 Sahel que je n'ai jamais trouvé pertinent, la volonté d'associer tous les pays qui sont concernés par la menace. Il faut que le Sénégal, il faut que le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, tous ces pays qui sont concernés par la menace djihadiste prennent leur part. Et donc, au-delà de la volonté de voir la France et l'Union européenne prendre leurs responsabilités, il faudrait d'abord que les armées africaines, les armées des pays riverains de la menace prennent les leurs. Et quand il y aura un complément venant de la France, de l'Europe ou des Nations Unies, pourquoi pas, ce sera un plus qui sera simplement décisif, mais pas le point de départ de l'action militaire. Pour qu'on comprenne bien, François Costantini, comment est-ce que cette opération de retrait des forces françaises peut-elle modifier le rapport de force sur le terrain entre les armées régulières et les djihadistes, qu'ils soient liés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique ? On ne peut pas encore préjuger, puisque l'annonce est faite qu'il y aurait un retrait fin 2021, début 2022, pour passer environ de 5 000 à 3 000, 3 500 hommes. Donc on ne peut pas augurer en effet sur le terrain de ce que seront les conditions. Il est certain que la pression des djihadistes est extrêmement forte. Et comme monsieur le disait, en effet, il faut élargir en effet le G5 Sahel, même si au départ le G5 Sahel a toute sa pertinence dans l'association avec la France, notamment dans la formation. Je pense également de l'apport de certains pays. On sait que le Tchad a une des très bonnes armées combattantes et la mort tragique du président Idriss Déby, je crois, a été un coup très dur qui a été porté à la lutte contre le djihadisme. Mais en effet, il faudra élargir. Et un pays comme le Maroc, en effet, joue un rôle essentiel dans la lutte contre le terrorisme, et ne pas oublier quand même les racines de cette déstabilisation qui vient de l'opération calamiteuse menée en 2011 en Libye et qui a eu les conséquences qu'on sait aujourd'hui, puisqu'il y a également des pressions qui viennent de groupes de Libye. On sait qu'aujourd'hui, on veut faire quitter la Libye à 25 000 mercenaires à peu près, dont une bonne partie sont des djihadistes, et ceci ne fait qu'accroître le danger en effet sur le Sahel et sur, disons de façon générale, tout l'Ouest africain, puisqu'en effet c'est la Guinée qui est touchée, etc. Et on pourrait même craindre, si le djihadisme n'était pas contenu, peut-être une convergence, allons savoir, avec l'Afrique tropicale, voire vers l'Afrique centrale, puisque le Cameroun finalement ce n'est pas si éloigné que ça, le Nigeria non plus. Quand on voit des pays notamment qui sont touchés eux par Boko Haram, il y a une crainte en effet de voir ces groupes pas faire une jonction générale, mais du moins commencer à connaître une certaine coordination entre eux. Donc c'est pour ça qu'en effet qu'il faut à mon sens associer le plus grand nombre d'États africains, et puis également de façon générale impliquer de façon peut-être plus visible l'Union africaine. Et vous rejoignez en ça Louis Quemaillou. Louis, vous évoquiez tout à l'heure ces discussions qui sont donc nécessaires entre les États. Il faut associer les pays qui sont concernés par la menace djihadiste. Plusieurs États africains appellent aussi aux négociations avec les groupes armés. Paris l'exclut. Est-ce que son retrait peut changer la donne? Avec quelles conséquences? Et ce sera malheureusement le mot de la fin parce que le temps file. Non, je crois qu'on ne peut pas d'emblée interdire aux pays de négocier
avec des citoyens, parce que ce sont d'abord des ressortissants de ces pays-là qui sont concernés. Ils ont pris un chemin qui n'est pas celui d'un dialogue constructif. On ne peut pas l'encourager. Mais si on mettait tout le monde sur le rang du terrorisme, je crains malheureusement qu'il n'y ait pas grand monde pour discuter. Il y en a qui devront être condamnés. L'impunité ne doit pas être la règle. En revanche, on ne doit pas fermer la porte du dialogue quand ce dialogue-là est possible. Et l'une des initiatives qui avait été menée dans ce sens, ce sont les accords d'Alger qui avaient été signés pour régler la question du nord du Mali. Donc je crois qu'on ne doit pas fermer la porte et surtout, la France doit apporter son aide sans donner l'impression de vouloir imposer la manière de résoudre le problème aux pays qui sont concernés par la menace de façon directe. Merci beaucoup Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine. Merci à vous. La France partira-t-elle un jour du Sahel? On en est vraiment loin. Seulement un mois après l'annonce du retrait officiel des soldats de la force Barkhane au Mali, Paris revient sur sa décision et reprend sa coopération militaire à la veille de la tenue d'un sommet du G5 Sahel annoncé pour vendredi prochain. Rencontre au cours de laquelle la France va redéfinir les contours de son engagement futur. Ceci, certainement, en fonction des intérêts, car les enjeux au Sahel sont vraiment énormes. El Jirim. Prononcé mais pas consommé, le divorce entre Barkhane et le Sahel n'a pas tenu plus d'1 mois. Pour les faits, le 3 juin dernier, l'Elysée suspendait sa coopération militaire avec le Mali, une décision symbole de défiance envers Bamako qui venait une fois encore de changer d'exécutif par la voie des armes. Pourtant, il n'aura pas fallu attendre longtemps avant de voir les soldats français de la force Barkhane remettre leur treillis aux couleurs du désert. Par la voix de son ministre des Armées, l'Hexagone se dit de nouveau prête à honorer ses engagements de coopération diplomatique et militaire avec le pouvoir de Bamako. Une volte-face qui ne surprend guère tant le Sahel est cher à qui sait voir au-delà des dunes de sable et du sol aride, car en plus d'être un carrefour stratégique de premier ordre, cet espace grand comme 4 fois la France est connu pour ses richesses minières souterraines importantes. De l'or à l'uranium en passant par le pétrole, le gaz ou l'étang, difficile de quitter le Sahel sans regret. Autant d'éléments suffisamment persuasifs pour résoudre les plus fervents défenseurs de la démocratie à serrer la main à un putschiste taxé de dictateur. Après, il y a toujours la cause plus noble, celle qu'on présente au monde, celle de la lutte anti-djihadiste, suffisante pour légitimer une présence asphyxiante dont on attend encore 12 ans plus tard les fameux résultats promis. Vous êtes sur Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Et en Congo, bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors un nouveau sommet G5 Sahel, le premier depuis l'annonce de la fin de l'opération Barkhane. Que faut-il attendre de ce sommet à part le calendrier du retrait qui doit être prononcé par Emmanuel Macron? Merci. Je pense que dès lors qu'une opération militaire s'inscrit dans la gendarmisation des tâches, l'enlisement devient inévitable. La France est tombée dans ces pièges et il faut en sortir. Mais la sortie de la France se fera par dose homéopathique. Elle laissera forcément un vide. Et c'est ce vide dont il est question de combler. Dans la région, vous avez plusieurs forces. Vous avez les forces onusiennes, vous avez la force conjointe G5 Sahel, mais vous avez aussi l'opération, la Task Force Takuba. Il est donc question pour la France, dans son désengagement, de procéder, je dirais, à une jonction entre la force conjointe G5 Sahel et Takuba. Parce qu'il reviendra à Takuba, c'est-à-dire d'encadrer cette dernière force à travers des formations, mais aussi à travers un appui tactique. Voilà en quelque sorte, c'est-à-dire de quoi il est question dans le cadre de cette rencontre qui intervient à un moment assez crucial parce qu'il va falloir prendre des décisions. Et comme vous l'aviez souligné il y a quelques instants, les armées avaient été projetées, mais on ne peut pas dire que ces armées n'ont pas assumé leur mission. Les militaires ont assumé des missions de défense. Et or, il faudrait coupler l'action militaire à d'autres initiatives. Et ce qui n'a pas été forcément fait, parce qu'aujourd'hui, il faut notamment trouver, je dirais, une issue politique à certains problèmes posés, notamment le problème Touareg. Mais aussi, on se rend compte que ces derniers temps, certains États se prononcent clairement pour une négociation avec les groupes djihadistes. Tel n'est pas le positionnement de Paris, encore moins de l'un de ses partenaires, à savoir le Burkina Faso.
Mais le Mali, à travers le président Boubacar Keïta, lorsqu'il était au pouvoir, il a franchi le cap. Donc ce sont ces aspects qu'il va falloir essayer de tabler et de voir dans quelles conditions continuer la coopération entre la France et ses alliés subsahariens. Justement, comment les pays du Sahel réagissent-ils à ce désengagement français dans la région? Je pense que ce désengagement, il est très mal perçu. Parce qu'il faut quand même le souligner, je pense que la France a fait un certain nombre d'erreurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on met en avant la force conjointe G5 Sahel, le G5 Sahel, c'est la Mauritanie, c'est le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Donc c'est une addition de faiblesse et une addition de faiblesse ne fait pas forcément une force. Donc le départ de la France laisse un vide. Mais je pense que l'erreur que la France avait eu à faire ici, c'est de vouloir se substituer aux efforts nationaux défaillants. Donc cette substitution est problématique. Elle est problématique dans la mesure où elle a permis la démobilisation, c'est-à-dire des armées nationales. Certains ont même parlé d'une néocolonisation. Et lorsque le départ a été annoncé, cela, c'est-à-dire, fait penser à un futur chaos. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il faut néanmoins trouver une issue, parce qu'on se rend compte que même le maintien de ces forces-là produit des résultats tout à fait modestes. Alors, on sait que Paris va tenter de convaincre ses partenaires de la viabilité de son projet européen. Elle compte d'ailleurs beaucoup sur l'opération Takuba, la Task Force Takuba, qui réunit des troupes d'élite qui sont censées d'ailleurs former des unités maliennes au combat. Est-ce que voilà, cette force pourrait être une bonne alternative justement à ce désengagement, à cette fin de l'opération Barkhane? Il n'y a pas autre choix, c'est-à-dire que la montée en puissance de la force conjointe G5 Sahel, et comme je l'ai souligné, donc le G5 Sahel en lui-même, c'est-à-dire il ne représente pas grand-chose sans le soutien des forces occidentales. Et vous avez pu observer que même ce qu'il convient d'appeler force multilatérale, le plus souvent, c'est-à-dire c'est une mobilisation française sous label, c'est-à-dire de la communauté internationale. Et cette force Takuba, qui est quand même composée, je dirais, d'unités de plusieurs nations développées, elle a justement vocation à accompagner la force conjointe G5 Sahel. Mais il convient de le souligner, c'est-à-dire cette force souffre d'un certain nombre de manquements. Le premier aspect, il est d'ordre financier. Parce qu'en 2017, lorsque la force avait été lancée, il convient de souligner que si elle a reçu une résolution aux Nations Unies, cette révolution, c'est-à-dire ne s'est pas accompagnée d'un mandat. Donc, qui dit, lorsqu'il n'y a pas de mandat, c'est-à-dire qu'il n'y a non plus de moyens, c'est-à-dire des financements. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le budget annuel de la force est de l'ordre de 400 millions d'euros. Et sur les 400 millions d'euros, l'Union européenne apporte 50 millions et chaque pays membre apporte une dizaine de millions d'euros. Donc le problème est donc celui-là, c'est-à-dire du financement de la force, même si sur le plan opérationnel et tactique, il convient de souligner que la France qui s'en va, c'est-à-dire ne va pas, ne prendra pas ces 5000 hommes d'un coup. Comme je l'ai souligné, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un chronogramme qui sera établi et il se trouve que la France veut tout simplement réduire de moitié ces 5100 hommes d'ici 2023. Donc il y aura toujours, c'est-à-dire du monde sur place pour pouvoir soutenir les efforts de la force conjointe G5 Sahel. Mais il convient de souligner que tout ceci pèse déjà de façon conséquente sur le budget français et qu'il va falloir trouver, c'est-à-dire d'autres solutions. C'est aussi pour cela qu'une réunion comme celle-ci, c'est-à-dire permettra aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités. Merci beaucoup, en tout cas, Léon Kongou, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste en relations internationales. Le président français Emmanuel Macron a récemment annoncé un prochain désengagement militaire progressif de la France au Sahel. Macron précisera que la force Barkhane, forte d'environ 5100 hommes, va disparaître au profit d'un dispositif plus resserré. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles.
Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.